Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro. Ce soir, après avoir abordé le cinéma, la télévision et les médias électroniques, on va s'attaquer à un sujet très en vogue ces derniers temps, surtout depuis hier et la finale de la Champions League, ces stars de football qui font la vedette sur l'écran. Alors, il y en a beaucoup actuellement qui sont très médiatisés, surtout dans une partie du monde arabe. Alors, avant de commencer le débat qu'on va animer avec nos amis experts Faisal Mattawi, Reda Haririach et Karim Bouaziz, notre journaliste du service francophone, on va regarder ces trois extraits de stars de football qui sont passés de l'Europe vers la région MENA. Lionel Messi le sait probablement déjà, il va signer pour l'Inter Miami. Raison invoquée par le champion du monde, son mal-être depuis qu'il est au PSG. Ce sont 2 années pendant lesquelles je n'ai pas été heureux. Je n'ai pas profité et cela a affecté ma vie de famille. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Pour me reconnecter, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants et pour profiter du quotidien. Lionel Messi disposait de plusieurs choix quant à son avenir. Celui du cœur, avec son ancien club, le Barça. Celui du portefeuille, avec l'Arabie Saoudite, qui lui offrait 400 millions d'euros par saison. Avec l'Inter Miami, dont les modalités de son futur contrat n'ont pas été totalement révélées, il concilie un peu les deux. Voilà, c'était 3 grandes stars du ballon rond qui ont quitté l'Europe et le football européen pour partir en Arabie Saoudite. Et bien sûr, nous avons bien vu la présentation dans un show à l'américaine de Cristiano Ronaldo et de Benzema qui est parti pour l'Ittihad Jeddah. Alors, messieurs, ces icônes ou ces joueurs qui sont presque à la retraite, puisqu'ils sont en fin de carrière, on fait une renaissance médiatique et audiovisuelle en signant pour des clubs qu'on disait pas vraiment des férus de football, mais finalement l'Arabie Saoudite a réussi à accueillir toutes les grandes stars du football. On en attend d'autres qui vont venir grâce à l'apport de Benzema et de Ronaldo qui ont signé tous les deux pour la modique somme de 200 millions d'euros par an. Oui, l'Arabie Saoudite voudrait avoir un grand championnat, peut-être dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, grâce aux moyens financiers d'abord. Parce que vous savez que la politique du Royaume d'Arabie Saoudite actuellement, qui est en train
en pleine concurrence avec son voisin immédiat qui est les Émirats Arabes Unis, mais qui voudrait aussi... Aussi le Qatar, hein, le Qatar aussi. Le Qatar a organisé... n'a pas un grand championnat, mais il a organisé avec brio la Coupe du Monde de football. En novembre 2022, il a réussi dans l'organisation. Et donc l'Arabie Saoudite voudrait se replacer. Je pense que l'Arabie Saoudite se prépare aussi à organiser le mondial de 2030, bien qu'il faut aussi batailler pour l'avoir. Et grâce aux gros moyens financiers, notamment pour le club Nasr qui a attiré Ronaldo, et Ronaldo apparemment a fait une bonne publicité pour le royaume parce qu'il est apparu avec la abaya blanche, et sirotant le café oriental, etc. Et donc beaucoup de monde a vu qu'une autre image de l'Arabie Saoudite qui était jusque-là un pays fermé où on se rendait difficilement, où il n'y avait pas de cinéma. Vous savez qu'il y a maintenant un festival, un grand festival du cinéma. Il y a surtout actuellement 400 salles en Arabie Saoudite. Oui, 400 salles, c'était le nombre de salles qu'Algérie avait dans les années 60. Donc, Red Sea Festival, qui est le festival du Mar Rouge, et d'autres festivités aussi musicales, dans le théâtre, etc. Ça fait partie de cette politique. Donc, attirer les grandes stars du football, notamment en fin de carrière, pour Karim Benzema. Karim Benzema explique aussi son choix par un choix culturel, parce qu'il dit que c'est important pour moi d'être proche de la Mecque. Et vous savez que Benzema est très attaché à la religion musulmane. Très pratiquant. Très pratiquant. Durant le Ramadan, on le voit comment il se comporte également durant le Hajj, etc. Il dit que c'est important aussi pour moi de se retrouver dans un pays musulman et aussi d'apprendre l'arabe couramment, comme il dit. Et on a vu aussi que Messi disait qu'il était préférable. Messi n'a pas choisi, il n'a pas fait le choix de l'argent parce qu'il gagne 10 fois moins. C'était 400 millions d'euros pour l'Arabie Saoudite, la somme qui a été annoncée par les médias, contre à peu près 50 millions de dollars dans le club de Miami, dans le sud des États-Unis. Mais il a une compensation avec les sponsors, puisqu'il y a beaucoup de sponsors qui mettent de l'argent dans Messi et ça peut atteindre jusqu'à 500 millions d'euros. Absolument. Et de revenus. Il est évidemment gagnant dans l'affaire, mais il a donné lui aussi des explications individuelles. Il dit que je ne me sentais pas bien au PSG, le club parisien, et je préfère rester avec ma famille, tout proche, donc aux États-Unis. Donc on sent que chez ces joueurs qui viennent d'ailleurs, Messi vient d'Argentine, Benzema d'origine d'Algérie, aussi français, il vivait en France, Ronaldo est un Portugais, et donc ils ont besoin de vivre ailleurs, peut-être d'avoir une autre carrière. Benzema et Ronaldo disent qu'ils voudraient contribuer à la relance du championnat européen. Évidemment, ils sont critiqués, si vous suivez un peu ce que s'écrit sur les réseaux sociaux. Ils sont attaqués, on leur reproche de faire le choix de l'argent, on leur reproche d'aller dans un championnat, dans un sous-championnat, on reproche au club européen de former ces joueurs qui vont faire le bonheur ailleurs. Donc, mais effectivement, ça ouvre un débat parce que c'est du jamais vu dans l'histoire du football ces dernières années. Rida Harirash, justement, le cas Benzema a été très, très débattu sur les plateaux de télévision, notamment sur BFM TV et CNews, où on a un petit peu critiqué le choix de l'argent face au choix de la carrière, parce que Benzema n'est pas aussi vieux que Cristiano Ronaldo, qui a 38 ans. Alors, d'après vous, aujourd'hui, il y a quand même une sorte de soft power qui est utilisée un petit peu par l'Arabie Saoudite pour attirer les joueurs de football, pour d'abord améliorer le niveau du football ou du championnat saoudien, mais en même temps pour donner une image d'un pays développé et à la même image qu'un pays européen qui domine le football dans le monde actuellement. Très bien, donc on va parler du cas de Benzema d'abord et de l'Arabie Saoudite par la suite. Dans le cas de Benzema, il a 35 ans et il songe déjà à préparer, donc c'est ce qu'on appelle la pré-retraite. Benzema ne va pas attendre 40 ans pour subitement, du jour au lendemain, raccrocher les crampons. Il sait très bien qu'à 35 ans, il peut encore monnayer donc, ses talents et il va en quelque sorte aller progressivement et doucement vers la retraite. Et c'est pour ça qu'il est préférable pour lui de se retirer, si je puis dire, progressivement, tant qu'il a la force de le faire et tant qu'il a la capacité de négocier en position de force. C'est ce qu'il a décidé de faire. D'autre part, il y a des raisons familiales aussi, hein, puisque Benzema a dit que le choix de l'Arabie Saoudite était motivé par des raisons, des considérations culturelles. C'est un pays arabe, c'est un pays musulman, il veut se rapprocher, comme il le dit, de la Mecque, apprendre la langue arabe aussi à ses enfants.
Et vu le climat quelque peu délétère qui règne dans le pays où il est né, donc il y a réfléchi et il a décidé de s'établir sur place. Et les considérations personnelles extra-financières, il faut en tenir compte dans le choix de cet homme. En ce qui concerne l'Arabie maintenant, en l'Arabie saoudite, le prince héritier MBS veut faire de l'Arabie manifestement une puissance régionale et donc pour doper sa vision géopolitique, il a l'intention éventuellement d'organiser en 2030 la Coupe du Monde et pour cela il faudrait que le championnat d'Arabie saoudite devienne attractif. C'est pour ça que toute une série de grands joueurs ont été approchés en ce mercato 2023 pour, outre Benzema, on a Mahrez qui a été contacté, Gundogan, le joueur allemand d'origine turque, ainsi que Neymar qui est au PSG et qui a été contacté aussi pour rejoindre le championnat saoudien. Et MBS sait très bien que le football, c'est un sport qui est très populaire, où il y a des milliards de téléspectateurs qui le suivent, et ça permettra à l'Arabie saoudite d'engranger certainement des gains politiques à travers une exposition médiatique plus positive et à travers aussi un soutien régional pour l'organisation dans le cas où il déciderait d'organiser la Coupe du Monde en 2030. Karim Bouaziz, ces stars du football, c'est avant tout des stars médiatiques. On a vu un petit peu l'impact, un petit peu le show qui a été présenté lors de la présentation de Benzema devant 62 000 spectateurs au stade du Roi Abdallah. Et c'est carrément un show à l'américaine qui a été repris par plusieurs télévisions à travers le monde. Aujourd'hui, les stars de football remplacent les stars de cinéma. C'est la société du spectacle avec des pétrodollars. C'est une opération de communication à échelle mondiale. Bien huilé. Bien huilé, bien américanisé. On essaye de faire dans le face, on essaye d'impressionner. Et en fait, c'est une guerre silencieuse avec le Qatar et l'Émiratie qui se poursuivent, mais sur d'autres fronts. Et on essaie de rattraper le retard parce que Ben Salman continue son opération de modernisation de l'Arabie Saoudite. On oublie le cas Khashoggi, on oublie quand même que c'est un pays quand même un peu archaïque, un peu médiéval. Donc finalement... Pas médiéval, non. Pas médiéval, un peu peut-être archaïque. Il y a des castes. Ni l'un ni l'autre, si vous connaissez bien l'Arabie Saoudite. Il y a des castes, il y a de l'esclavage, il y a des sous-catégories, il y a quand même, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, en fait, c'est une fausse modernisation, parce que quand on y vit, c'est pas, les gens n'ont pas, voilà, il y a un contraste entre ce que Benzema nous montre, en tout cas c'est ce qu'il représente, et la sociologie de l'Arabie Saoudite. Ce sont des faits. Et en même temps, il y a une géopolitique du sport. Il y a une géopolitique du football. On a vu ce qu'a été le PSG, ce qu'a été le laboratoire PSG avec l'argent du Moyen-Orient. Du Qatar, avec le Qatar, bien sûr. Ouais. Et en même temps, ça a été, si vous voulez, une plateforme pour investir également ou pour peser sur la politique française, européenne et ailleurs. Donc, visiblement, il y a une géopolitique du sport. Il y a la diplomatie du football aussi. La diplomatie du football. Oui, parce que le Qatar et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite vont aussi engager de l'argent pour acheter ou racheter des clubs. Le PSG, il est au 7e. D'ailleurs, le classement mondial. L'Émir Zaïd était à la finale de la Champions League, puisqu'il est il est propriétaire du club du Manchester City. Manchester City. Qui vaut dans valorisation boursière 4,2 milliards de dollars. Le PSG, c'est 3,2. Le club le plus riche au monde, selon les classements mondiaux, c'est le club espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone qui valent 5,1 milliards de dollars. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, la diplomatie. Ces clubs qui sont aujourd'hui concurrencés par le PSG, qui est en train de. 7e position. 7e position, mais qui a gagné quand même en progression. Et aujourd'hui, les clubs saoudiens sont carrément en train de récupérer des têtes d'affiche, comme on dit. Oui, l'Ittihad peut devenir un grand... Il peut maintenant, si vous voulez, se placer dans le classement mondial, parce que les transferts de joueurs, les clubs aussi gagnent. Le club vendeur gagne, le club qui reçoit gagne.
Évidemment, il y a aussi, vous avez parlé des droits de télévision, parce qu'on gagne aussi beaucoup d'argent. Pour certains clubs, c'est jusqu'à 45% des revenus, notamment pour le club du PSG. Et aussi la billetterie. Et maintenant, vous avez constaté que, par exemple, les clubs veulent construire des stades, des grands stades qui attirent plus de public. C'est le cas du FC Barcelone, qui met presque 1,6 milliard de dollars pour construire un stade en faisant appel à Spotify, par exemple, qui est une plateforme musicale qui va donc avoir sponsorisé la construction avec aussi beaucoup de banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan et les autres. Vous voyez qu'il y a aussi les banques mondiales qui s'intéressent à ce monde. Et d'où l'entrée fracassante de l'Arabie Saoudite, qui, vous savez, est critiquée en Europe. Parce que, comme si le football devait s'arrêter uniquement en Europe ou en Amérique du Nord et que les autres continents devraient toujours suivre. Et donc, je pense que l'Arabie Saoudite va casser cette règle. Maintenant, les Américains aussi le font à travers le Messi, etc. Mais il y a effectivement une lutte au-delà de ce que peut être l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui aspire à la modernisation, qui va donc, comme l'a expliqué Reda et Karim, entrer sur la scène internationale d'une manière très forte. Un pays qui veut être leader dans la région arabe, dans la région du Moyen-Orient, l'organisation de la vision 2030 du prince héritier. Donc c'est tout ça qui entre en jeu et le football est important parce que le football est un grand vecteur de la diplomatie. On écoute les déclarations de Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Arabie Saoudite qui avait battu l'Argentine dans un match en Coupe du Monde lors du Mondial du Qatar. Sa réaction face à l'arrivée de Benzema et de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite et sa réponse aux journalistes qui lui posaient la question est-ce que c'est facile pour des joueurs européens de jouer en Arabie Saoudite? On l'écoute et on revient au débat. Les conditions, elles ont changé. Hein. Vraiment beaucoup. Depuis 2017, et avec MBS à la tête du pays, il y a beaucoup de changements. Ils ont une vie normale. C'est plus comme avec la police religieuse comme avant 2017. Donc ça, c'est une fausse idée. Hein. Mais le championnat d'un bon niveau, bien sûr, on ne peut pas le comparer avec un championnat européen pour l'instant, mais ils vont faire venir de plus en plus de stars, donc vous allez y aller, vous allez être obligé d'aller voir. Voilà, c'est Hervé Renard résume un petit peu ce qui se passe. Il a vécu là-bas, il a travaillé avec l'équipe, la sélection saoudienne, il connaît un peu l'environnement. Il revient d'ailleurs en France, puisqu'il est sélectionneur de l'équipe féminine de football. Avec ces deux stars qui sont partis en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'autres qui vont suivre. On parle déjà de Luka Modric, d'Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N'Golo Kanté, Ángel Di María et Roberto Firmino. Alors, l'Arabie Saoudite ne se contente pas justement d'avoir des retraités, mais des joueurs qui sont toujours en sélection, où ils sont toujours actifs sur le terrain de l'attaque, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée de ces stars va renforcer le championnat saoudien, sachant qu'aujourd'hui, il y a 8 étrangers dans une équipe saoudienne, c'est-à-dire ils ont le droit de recruter 8 étrangers, ce qui est énorme. Nous, par exemple, les clubs algériens, ils n'ont pas le droit de recruter plus de 2 étrangers dans le club. Alors qu'on devrait revoir cette règle, parce que la tendance mondiale maintenant... C'est la question qui a été justement exposée lors de l'arrivée des clubs algériens en finale de Coupe d'Afrique, notamment l'USMA, qui avait exposé ou relancé le débat sur le recrutement de joueurs africains dans les clubs algériens. Oui, on veut avoir un championnat professionnel digne de ce nom, il faut s'ouvrir vers... Ce sont des expériences étrangères. On parle de Sergio Ramos, qui est le défenseur de l'équipe d'Espagne, qui va bientôt partir... Qui était au PSG. Hein. Qui était au PSG. C'est vrai que c'est 10 fois moins que Ronaldo, 20 millions d'euros, mais c'est quand même important. On parle de N'Golo Kanté aussi et d'autres joueurs. Kanté, oui. Ça va augmenter la valeur du championnat saoudien. Il va compter dans le futur.
parce que l'Arabie Saoudite a les moyens médiatiques, vous le savez. Médiatiques, ils ont aussi un grand public, parce que c'est les plus nombreux qu'en Qatar ou aux Émirats. Absolument, parce que c'est les pays les plus peuplés de la région du Golfe. Oui. Et donc, c'est un pays, malgré qu'il était permis jusqu'à une date récente, c'est un pays où il y a quand même une tradition de football, une tradition de Ils présence. ont été là, le premier pays arabe à aller en Coupe du Monde. Etc. Je pense, c'était au Mexique, dans les années 70. Ouais. Donc, oui, la valeur du championnat saoudien va augmenter, et ça va augmenter aussi la concurrence avec les autres championnats, parce que les Qataris, les Émirats arabes unis vont essentiellement aussi se lancer dans cette course d'attirer les grands joueurs, et des joueurs qui peuvent devenir des formateurs, qui peuvent devenir des entraîneurs, qui peuvent contribuer à créer de nouvelles générations de champions. Et donc je pense que c'est pour ça que ça agace quelque part certains commentateurs. Alors, et si vous avez remarqué la dernière réflexion de Hervé Renard au journaliste de Canal+, il a déclaré en fait qu'il voudrait vous préparer à venir en Arabie Saoudite pour couvrir des matchs et même diffuser des matchs du championnat saoudien. Il y a aussi la bataille du contenu ou des droits sportifs des matchs. Aujourd'hui, comme on fait, par exemple, beIN Sport achète les droits de la Ligue espagnole, française et même anglaise. Aujourd'hui, les grandes chaînes européennes vont acheter des matchs où jouent Ronaldo et Benzema. Oui, la bataille de la télévision a toujours existé, le groupe de Canal+, maintenant les plateformes Amazon Prime, Apple+, etc., avec les groupes Mediapro aussi, la société espagnole, etc. Et donc oui, la bataille, il y a la bataille de l'image, la bataille des droits, mais aussi maintenant les Saoudiens sont en train d'introduire une nouvelle donne, c'est la bataille aussi des joueurs et des stars. Et cette bataille qui va l'emporter. C'est vrai que, comme l'a expliqué Reda, c'est des joueurs en fin de carrière. Un joueur qui a 32 ans comme Mahrez ou Benzema 35 ans ou Messi 38 ans pense aussi à leur avenir, à la fin de leur carrière. Mais disons qu'il y a des nouvelles donnes qui entrent en jeu et c'est pour ça que peut-être que l'argent va être déterminant dans le futur. Plus tu mets l'argent, plus tu attires tes stars. Oui, Reda. Mais cela dit, il y a des distinctions entre les joueurs, par exemple, entre Benzema et Mahrez. L'entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie a conseillé hier soir à Mahrez de rester en Angleterre ou de choisir un autre. Hier soir, il a été contacté et c'est aujourd'hui qu'on a su la nouvelle. Donc, oui, parce que il a parlé lors d'une conférence de presse. Oui, parce que Mahrez lui a conseillé de rester en Angleterre. Voilà. De rester, en tous les cas, dans les championnats européens. Il reste 2 ans au Manchester City, jusqu'en 2025. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il lui a demandé, c'est pas spécialement de rester à Manchester City, parce qu'il reste quand même le premier responsable de ses choix, mais il lui a conseillé de rester dans un des principaux championnats européens. Pour le maintenir en forme, en fait. Oui, pour rester au moins, puisqu'il est triple champion, comme on l'a vu. Il prépare la prochaine qualification de la Coupe du Monde. Donc Belmadi a besoin de lui à un niveau vraiment... En plus, oui, tout à fait. Donc il voudrait avoir quand même, ne serait-ce un capitaine de l'équipe d'Algérie qui soit en forme, effectivement. Karim Bouaziz, aujourd'hui, quand on parle de football, on parle également de concurrence dans la région MENA. Aujourd'hui, par exemple, le Maghreb n'a pas les mêmes envies ou les mêmes perspectives pour accueillir des joueurs d'une trempe comme Ronaldo et Benzema. On cite par exemple le cas Anelka qui devait venir jouer en Algérie à l'USND et qui a été recalé par la Ligue à l'époque parce qu'on n'avait pas le droit de recruter plusieurs joueurs internationaux. Il y a, je ne sais pas, peut-être qu'il y a 2-3 révolutions à faire avant que ça arrive, parce qu'on est en train de... L'Arabie Saoudite, eux déjà, ils sont en retard. Parce que s'ils avaient fait venir Messi quand il avait 18 ans, 19 ans, ça obérait... C'est pas le même championnat, donc... Non, mais c'est un championnat qui est pas mal, l'Arabie Saoudite. Oui, attention, mais comme a dit Hervé Renard, c'est pas l'Europe, c'est pas le Barça, non, mais c'est pas l'Europe. Non, mais c'est-à-dire la question au départ, c'était est-ce que l'Arabie Saoudite avait une volonté d'améliorer leur football? Oui, forcément, mais d'une certaine manière, ils essayent surtout d'avoir une opération de communication à grande échelle, parce qu'ils récupèrent beaucoup de joueurs qui sont soit très blessés, soit en fin de carrière, soit très fragiles. Donc il y a beaucoup plus c'est une opération, encore une fois, de communication. Mais la chose qu'on sait moins, c'est qu'il y a la question des agents qui jouent. Oui, la question des agents, justement. Et il y a 3-4 agents mondiaux qui sont capables de faire
de faire venir ou faire déplacer des joueurs. Et il y en a deux qui sont très très puissants, dans un qui s'appelle Pinzaravi. Pinzaravi, par exemple, est derrière l'opération Neymar. Et pourtant, la presse n'en a pas parlé. Pinzaravi, mais les agents restent très discrets. Hein, parce ils sont très discrets, mais lui, il est quand même très puissant. C'est-à-dire c'est difficile de parler de football et pas à un moment donné tomber sur Pinzaravi. Et j'aimerais bien savoir, moi, enfin on va le savoir d'ici le premier jour, qui c'est qu'il y a derrière l'opération Benzema. C'est vrai, la Mecque, c'est bien, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut. Mais derrière, il y a vraiment des grosses opérations, des gros marchés, des gros débats et des gros bras de fer et une vraie guerre. Parce que le Qatar est aussi peut-être intéressé par Benzema. Il y a autre chose aussi en coulisses qu'on devrait aussi interroger. Et Pinzaravi, j'invite vos téléspectateurs à essayer de voir qui il est. Vous allez voir que c'est... Alors il est israélien, anglais, israélien, et franchement, il est capable... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire bouger le marché du foot au niveau... en parlant d'Israéliens d'agents, justement, l'agent... de Barrahma qui est israélien fait actuellement polémique, objet de polémique sur les réseaux sociaux parce que c'est lui qui en fait lui cherche un terrain pour un nouveau club. Alors justement, il y a un point très très important. Je voulais parler des agents. Juste pour ajouter un petit peu, je te donne la parole ou la balle, je passe la balle après si tu veux. Après je la passerai. Le cas de l'âge du joueur, parce que pour revenir à l'affaire Anelka a été recalé parce qu'il dépasse l'âge limite d'un recrutement d'un joueur étranger qui était de 27 ans en Algérie. Alors que pour Cristiano ou pour Benzema, il n'y a pas de limite d'âge pour entrer dans les championnats saoudiens ou des pays du Golfe en fait. Oui, effectivement. Non, bon, généralement l'âge c'est 35 ans, 36 ans. On peut aller jusqu'à 40 ans pour un joueur, ça dépend de la forme. Mais s'il a 38 ans, donc il va pratiquement aller à la retraite. Il a gagné la Coupe du Monde, donc il est tout à son honneur d'aller se reposer. Mais disons que Karim parlait des agents. Effectivement, les agents, c'est quelque chose de très important, pas uniquement dans le monde du football, mais également dans le monde du cinéma et de la télévision et du CERF système en général. Et les agents, généralement, ça dépend des droits des pays, ça dépend des droits, mais généralement, un agent prend 10% du salaire du joueur mensuellement. Ça veut dire si Messi est payé, je ne sais pas, 650 000 ou 700 000 dollars par mois, et l'agent aura 65 000 dollars par mois. Donc c'est très important, c'est aussi des enjeux. Et les agents, généralement, fonctionnent avec des lobbying. Parce que pour un joueur soit transféré, il y a évidemment des rencontres, des négociations, des concessions, des cadeaux, un peu de corruption s'il le faut. Donc, et tout ça, parce que le monde du football a toujours été un monde opaque pour certains aspects. Et souvent, on donne le chiffre qu'à la dernière minute. Vous avez vu que l'Inter Miami n'a pas donné vraiment le chiffre de transfert réel. En fait, ils ont donné après les sponsors. La loi américaine les oblige, parce que la loi américaine dit qu'un joueur ne peut pas dépasser 650 000 dollars, je pense, par saison. Alors que Messi va avoir beaucoup plus que ça. Il paraît qu'il a atteint 500 millions de dollars, mais avec les sponsors, c'est-à-dire pas avec l'argent du club. Oui, absolument. Donc l'argent, je pense qu'il est important. Et les négociations qui se font sont aussi importantes, évidemment, en plus des aspects géostratégiques, parce que Benzema était aussi, il faut le rappeler, attaqué en France. Il a été attaqué, y compris lors de l'équipe des Bleus aussi. Hein. Oui, il a été attaqué en justice, etc. Ouais. Et donc c'est un joueur qui a beaucoup souffert aussi d'un racisme qui ne disait pas son nom. Il a été écarté de la Coupe du Monde. Écarté de la Coupe du Monde, etc. Et donc s'il fait le choix, c'est à la limite, il le dit clairement, il dit que je me sens plus mieux en Arabie Saoudite. Ça peut être un discours, ça peut être un discours diplomatique, mais disons que oui, Benzema a aussi souffert de tout ça. Ce que certains médias actuellement en Europe et en France l'ignorent. La même chose pour Mahrez. Mahrez, on a vu Pepe Guardiola le serrer dans les bras après avoir gagné la Ligue des Champions. Mais Guardiola a ignoré Mahrez dans la finale de la Coupe d'Angleterre. Il n'a pas donné sa chance pour la finale. Et il a la même chose pour la Ligue des Champions. Ce choix, il est motivé par quoi? Pourquoi on va serrer un joueur et le serrer très fortement comme on l'a vu lors de la finale, alors qu'on l'a mis dans la bande de touche? Alors que c'est un joueur qui a beaucoup contribué dans le parcours de qualification. Je pense qu'il a marqué 3 buts. Et donc aussi, dans le foot, il y a de la politique, il y a de la morale, et il y a de la géostratégie, et aussi des aspects qui sont liés à des comportements et qui sont parfois motivés par la haine, ou par la haine de l'autre. Mais quand on parle justement de droit de l'image, aujourd'hui,
que gagnent ces joueurs sur le droit de l'image, sachant qu'aujourd'hui, ils fabriquent l'image d'un club. Personne ne connaissait l'Ittihad ni Al-Nasr Saoudi il y a à peine un mois. Hein. Si ce n'était pas le cas de Ronaldo qui a vraiment attiré tous les projecteurs du monde entier sur ce club bleu, et la même chose Benzema sur ce club aux couleurs jaunes. Donc l'image qui reflète ces joueurs, disons, offre une visibilité pour le club saoudien, mais également pour le pays. Absolument, comme on a vu Messi, comment on lui a donné un peu le sort de Burnos qatari. Ça a fait le tour du monde, cette image. C'était à la finale lors de la finale de la Coupe du Monde. Oui. Et par le prince Ibn Tamim. D'ailleurs, les médias, notamment les chroniqueurs français de BFM et de CNews, ont dénoncé ça. C'est-à-dire, à quoi sert qu'il porte la baya ou le burnous qatari, mais c'était une façon un petit peu de reconnaître l'identité qatari dans cet événement international. Oui, parce que les Européens ne veulent pas rompre avec leur tradition ancestrale. Vous vous souvenez de toutes les attaques qu'a subi le Qatar lors de l'organisation de la Coupe du Monde, et même une semaine avant la Coupe du Monde, ils n'ont pas cessé de sortir des reportages pour attaquer le pays. Finalement, ça s'est très très bien passé. Et les mêmes gens qui ont critiqué le Qatar sont revenus à la fin pour dire que c'est un pays magnifique, très sécurisant, très beau, tout le monde s'y plaît. Parce que c'est des orientations. Vous voyez que personne ne dit quoi que ce soit sur les États-Unis qui vont organiser la prochaine Coupe du Monde. Rien du tout. Ni les travailleurs qui seraient morts dans les chantiers, ni l'argent qui est dépensé, ni la corruption de certains dans les choix des projets. C'est les États-Unis. Donc le monde du Nord n'arrive pas à rompre avec leur tradition de donneur de leçons. C'est pour ça qu'il y a eu ces attaques contre Messi, contre les autorités qatariennes, et même contre Ronaldo, parce qu'il a mis la baille blanche, il s'est assis par terre, il a pris du café. Certains, ils ont dit qu'il voulait devenir musulman, d'autres qui disent qu'il serait quand il a marqué un but, il s'est prosterné, ils ont dit qu'il va devenir donc vous voyez que oui, parce qu'il y a des valeurs qui partent pas à Gas. On s'est habitué à un championnat, à du football européen, joué lorsqu'il y a du brouillard et du froid, etc., avec un public blanc. Là, c'est un monde qui est en train de changer. Alors, il y a une image, le président américain Donald Trump a une image qu'on n'a malheureusement pas montrée, mais qui est magnifique et qui a fait le buzz. C'est l'image d'un supporter saoudien pour le premier match de Benzema. Il avait jeté son smartphone ou son téléphone mobile sur le terrain et Benzema l'a pris. Il a fait un selfie en faisant un petit peu le tour du public pour montrer, voilà, vraiment, c'est le sens de la communication. Je ne sais pas si c'était prémédité, mais l'essentiel, ça a fait le buzz un petit peu à travers toute la planète. Les stars de football, ils ont des conseillers en image aussi. Hein. Ils ont des agents, mais ils ont des conseillers en image. Qu'est-ce que vous devriez dire en public? Comment vous devriez vous comporter? Les choses à ne pas dire, etc. Et les clubs aussi gagnent. Vous avez parlé de l'image du joueur et les clubs. Il y a ce qu'on appelle le merchandising dans les clubs qui gagnent aussi à travers les publicités faites par les joueurs avec des grandes marques. Le cas de Messi, le cas de Neymar, de Ronaldo aussi. Dans plusieurs produits, leur image, elle est partout dans le monde, dans les journaux, dans les magazines, dans les villes. Et dans tout ça, les clubs gagnent aussi un peu d'argent parce qu'il y a toujours des restaurants qui sont gagnés dans ces opérations commerciales. Alors, Reda Harirash, l'Arabie Saoudite a gagné des ambassadeurs pour l'image du pays, mais également pour sa prochaine candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde. Il faut savoir que MBS, le prince héritier, veut préparer son avènement sur le trône. Donc c'est ça qu'il prépare. Et la mort du journaliste Khashoggi ne va pas le gêner, et étant donné que l'an dernier, il y a une journaliste palestinienne qui a été assassinée, et on n'en a pas fait cas jusqu'à maintenant. On ne sait pas quelles ont été les motivations qui ont entraîné la mort de cette journaliste. Donc il sait très bien que ce sont des événements qui seront mis entre parenthèses. Ce qui compte, c'est le pouvoir politique qui va s'installer par la suite, et il a l'intention de s'appuyer donc sur cette formidable caisse de résonance qu'est le football pour attirer les meilleurs footballeurs vers son pays, et aussi donner une autre image de l'Arabie Saoudite, même si jusqu'à maintenant elle a été
pour plusieurs raisons maintenu dans un certain archaïsme, rien n'empêche ce prince héritier de donner une autre dimension à son pays, et c'est valable pour tous les pays du monde. Alors, on va terminer un petit peu ce tour des stars de football avec le cas Mahrez. Alors, vous l'avez vu tous, il n'a pas joué la Champions League, mais il a été le star des réseaux sociaux hier. Hein. On regarde un petit peu les images avec la fameuse Coupe d'Europe. Il a un petit peu été sur toutes les pages algériennes, et même son accolade avec Pep Guardiola a été reprise par plusieurs fans, et disons que même s'il n'a pas joué, il était un petit peu partout. Oui, on a parlé d'hypocrisie, surtout à Guardiola. Parce que ce comportement, la psychologie peut-être peut l'expliquer, ça veut dire qu'il avait des choses à se reprocher. Mais Mahrez a gagné un triplé cette année. Ouais. Donc la première Ligue, la Ligue des Champions, etc. Et donc c'est un triplé qui n'a pas été égalé par ailleurs dans le monde. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup de supporters de Mahrez, pas forcément algériens, qui lui demandent de quitter le Manchester City. Alors il y a une vidéo qui a fait le buzz. Justement, un supporter qui est venu voir la finale, qui a dit si Mahrez ne joue pas, on va supporter l'Inter de Milan. Mais si Mahrez joue, on va supporter Man City. Parce que c'est l'émotion, hein, c'est ce qui fait justement le charme du football. C'est un petit peu la même chose. Hein, quand Benzema jouait en équipe de France ou Zidane jouait en équipe de France, certains Algériens soutenaient les Bleus parce que tout simplement il y avait des Algériens à sa tête. Évidemment, moi, personnellement, je pense que Mahrez, son choix va être difficile de quitter le Manchester City parce qu'il y a déjà la finale de la Coupe du Monde des clubs en décembre de cette année, organisée par la FIFA. Il y a aussi une autre finale en mois d'août européenne, la Coupe européenne. Mais peut-être qu'il va faire le choix de l'Arabie Saoudite, comme les autres. Alors on parle de son arrivée au Ahly. À 32 ans, je pense que oui, il peut faire ce choix. On parle de son arrivée au Ahly. Bon, c'est des rumeurs. Hein. Ce n'est pas écarté. Ce n'est pas écarté. Et ce n'est pas n'importe quel média qui le dit, oui, c'est le magazine 11, hein, qui est très célèbre en France, qui annonce Mahrez au club Ahly, qui est l'un des 3 grands clubs d'Arabie Saoudite. Oui, ça ne sert à rien d'être un grand champion, de gagner beaucoup de titres et de rester dans les bonnes touches pour un star qui a 32 ans. Je pense que son choix peut être motivé par ça. Il veut aussi bien évoluer dans un championnat qui est en évolution. Mais c'est vrai, du point de vue de cet entraîneur-là, qui a reçu beaucoup de critiques ces derniers jours de la part de nos compatriotes, il faut se mettre aussi à sa place. La concurrence est rude. Donc, il avait d'autres joueurs à sa disposition. Très probablement que Mahrez a été utilisé comme un joker, parce que si les Milanais avaient égalisé hier... Il vaut mieux qu'un joker quand même. Hein. Si les Milanais avaient égalisé hier, parce qu'ils ont fait jeu égal avec Manchester City... Ils ont failli égaliser à la dernière minute. Oui, en cas de prolongation... Lukaku n'était pas au sommet de son art. Oui, mais il pouvait faire la différence. Et il a été gardé au frais pour les prolongations au cas où. Même pour la finale de la Coupe d'Angleterre, il a été gardé au frais aussi. Bon, l'essentiel, Karim Bouaziz, aujourd'hui, la bataille des stars, comme on dit, elle est très visible sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on construit beaucoup d'images sur des clubs, d'images sur les pays, même si le football n'est pas roi dans certains pays, comme dans les pays du Golfe. C'est l'ère du temps. C'est les réseaux sociaux, c'est l'ère du temps. Alors, juste pour parler des retraités de football, il y a 2 régions qui ne sont pas des régions traditionnellement connues pour le football, c'est les pays du Golfe et l'Amérique du Nord. Alors, il y a beaucoup, on se souvient tous de l'arrivée de Pelé au club de Los Angeles. Personne ne connaissait le club de Los Angeles. L'arrivée de Pelé a rendu très célèbre le club de Los Angeles et surtout a boosté le football en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et depuis, ce qu'on appelle le soccer aux USA a gagné en progression, et même l'équipe américaine ne rate pas une Coupe du Monde depuis. C'est l'ère du temps, c'est-à-dire en fait ces footballeurs se sont devenus des agents de la mondialisation. C'est-à-dire on voit maintenant un Portugais qui joue en Arabie Saoudite, plus tard il va jouer en Russie, si le championnat russe va être mis en avant. On se souvient de comment il s'appelle, le joueur camerounais qui est parti en Tchétchénie pour jouer. Oui, Samuel Eto'o est parti en Tchétchénie avec un salaire faramineux. En fait, ce sont maintenant
des agents de la mondialisation. C'est-à-dire, en fait, ils ne font plus de politique. Maintenant, par exemple, un joueur, s'il donnait son avis sur le conflit palestinien, il serait tout de suite rencadré par ses avocats ou ses conseillers. C'est-à-dire, maintenant, ils sont lisses. C'est-à-dire, c'est que l'argent, c'est que le spectacle. Et il n'y a plus d'ancrage. Et il n'y a pas que du racisme racisme n'a pas. C'est vrai qu'il y a du racisme. Mais ce qui embête les gens, parce qu'on oublie de le dire, mais quand même, le football, c'est un sport populaire. Hein, ça s'adresse au peuple. Et le peuple commence à en avoir marre de ces stars qui sont en train, qui se baladent un peu partout avec de l'argent, qui n'ont d'ancrage nulle part, qui n'ont pas d'identité, qui peuvent, pour de l'argent, qui peuvent aller jouer même au pôle Sud, c'est-à-dire il n'y a plus d'ancrage. C'est ce qui entraîne vraiment, c'est ce qui fait débat en tout cas, peut-être ça n'embête pas tout le monde, mais ce qui fait débat. À l'époque, on se rappelle des Maradona qui donnait son avis sur la guerre des Malouines, on se rappelle par exemple des Mohamed Ali qui ne voulaient pas aller au Vietnam parce que voilà, et voilà, en tout cas c'est des joueurs qui avaient de la personnalité. Pelé, par exemple, était jugé. N'oublions pas, c'était des icônes, hein, donc c'est la même chose aujourd'hui. Oui, mais ils prenaient des risques. Ils ne sont pas très communicatifs comme les anciens. Mais on sait comme ils prenaient des risques, c'est-à-dire ils prenaient des risques, ils perdaient de l'argent. Oui, Mohamed Ali a perdu non seulement de l'argent, a perdu 3 ans, 4 ans de sa vie, a perdu sa coupe. Donc ça, j'estime, je pense qu'on manque un peu d'authenticité. Maintenant, il faut noter que Salim, que les États-Unis sont en train de préparer la Coupe du Monde. Et donc ils ont besoin d'attirer l'attention sur eux, je pense qu'ils vont attirer d'autres joueurs. Donc ils font la même chose que l'Arabie Saoudite. Oui, absolument, ça fait partie, c'est de la politique de communication, parce que les États préparent aussi les grandes manifestations de cette manière. Mais le soccer, les joueurs, c'est des vecteurs de diplomatie. Le football n'est pas le sport roi aux États-Unis. Il n'est pas le sport roi, mais même chose au Canada. Hein. Mais il y a de gros networks qui couvrent, il y a beaucoup d'argent aussi autour, avec les grandes publicités, les grandes marques. Apple Plus et Amazon Prime diffusent, c'est des sociétés américaines, diffusent des matchs aussi sur ces réseaux. Le football, comme l'a expliqué Karim, au-delà de l'aspect lisse, l'aspect de non-position, bien que Messi, on sait bien que Messi avait fait son choix politique il y a quelques années par rapport à Israël, mais disons qu'il y a un peu de diplomatie. On dit souvent que c'est à cause d'Israël qu'il n'est pas parti en Arabie Saoudite. Oui, entre autres, parce qu'il a déjà exprimé, contrairement à Ronaldo d'ailleurs, il a été attaqué et lynché en raison de sa position par rapport aux Palestiniens. Donc, mais disons qu'il y a un peu de politique, beaucoup d'argent dans le football. Mais une dernière déclaration. Mais disons que ces joueurs-là, chaque joueur vit son époque, parce qu'à l'époque de Pelé et de Maradona, il n'y avait pas ce qu'on appelait la dérégulation financière, et qui a eu ses répercussions sur les modes de recrutement et la professionnalisation du football. Donc effectivement, ils avaient des convictions parce qu'ils s'exprimaient avant tout dans un cadre national, comme dans le cas de Pelé, alors que maintenant, la mondialisation est en train d'imposer ses règles de jeu à tout le monde, en quelque sorte. Voilà, merci messieurs pour ce passionnant débat sur le football et les stars, à l'image de Benzema, Cristiano Ronaldo, Messi et encore Mahrez. Alors, je vous dis, restez branchés sur Al24 News. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème, un nouveau numéro dans Mediapro.